La France, pour moi, en termes de niveau de joueuse dans la ligue, c'est une des meilleures, sinon la meilleure au monde. La qualité des joueuses est vraiment incroyable. Que ce soit à l'OL, que ce soit à Fleury, que ce soit au milieu de tableau, il y a vraiment des joueuses exceptionnelles. C'est ma première année au plus haut niveau et ça me permet de voir ce que je vaux réellement face aux meilleurs. Moi, j'arrive dans un contexte professionnel où je me dis « Ouais, Sophie, là, il y a du boulot ». Ouais, c'était une belle expérience. J'ai eu mon premier maillot, tu sais, avec les faux flocages par-dessus déjà un nom, là. Pour moi, les retours que j'ai, la plupart des personnes qui viennent voir du foot féminin, ils sont contents d'être venus. Bonjour Vanessa, merci de nous accueillir ici au centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que tu es là, tu as reprolongé récemment. Comment tu te sens à Lyon dans cette nouvelle vie? Oui, hyper bien, ça fait déjà 5 ans, 6 ans que je suis en France peut-être. Déjà le pays il est extraordinaire, j'ai de la famille ici, donc je parle la langue, donc l'intégration a été plutôt facile depuis le début. Mais Lyon, c'est une super ville, elle est un peu plus grande que Bordeaux, donc il y a un peu plus à faire. L'équipe aussi, elle est très répartie en termes d'international, enfin d'étrangères et de françaises, donc il y a plein de différentes cultures, tu apprends différentes langues, c'est rafraîchissant et ils sont toutes très accueillants. Donc c'était très facile de venir ici et encore plus facile de décider de rester. 6 ans, ça t'a permis de te faire à l'accent. J'ai vu quelques interviews où tu disais qu'au début, il y avait du vocabulaire qu'il fallait apprendre parce que même si tu parles français, il y a quelques subtilités. Ouais, en grandissant, je suis allée au lycée français parce que j'ai grandi en Chine. Donc je suis allée à l'école privée français quoi. Mais en déménageant au Canada, j'avais 12 ans quand j'ai déménagé, c'est vrai que j'ai un peu appris le québécois, puis la langue, elle s'est un peu mélangée avec le franglais du Canada. Et en revenant ici, c'est vrai que quand je revois quelques interviews que je faisais, je reconnais pourquoi on se fichait un peu de moi et de mon accent. Mais heureusement, 6 ans plus tard, en France, j'ai reappris le français. Et je peux parler un peu plus couramment et normalement. Tu as dit que c'était ton rêve dans plusieurs interviews de venir jouer à Lyon, mais c'est aussi un peu particulier pour toi parce que tu étais blessé, tu avais une pubalgie. Comment tu as vécu ce moment d'arriver dans un club qui est peut-être le plus grand club d'Europe à ce moment-là, mais en même temps qui vit une période difficile et en plus toi personnellement qui était blessé? Ouais, c'était dur surtout, c'était ma première grosse blessure, de longue durée. Donc déjà, j'étais pas très bien mentalement, physiquement à ce stade. Ça faisait déjà 3 mois que j'étais blessée. Mentalement, on arrivait à Lyon en sachant qu'il me voulait, mais il me voulait aussi parce que, comme vous l'avez dit, il y avait beaucoup de blessés déjà. Donc d'être recrutée blessée et de devoir assumer un rôle en étant blessée aussi, c'était très difficile. Mais comme j'ai dit, l'équipe, le staff, les kinés, Anto, ils m'ont vraiment bien accueilli et ils m'ont pris où j'en étais. Parce que là, on te connaît en tant que défenseur central presque tout le temps titulaire à Lyon. Mais si on retrace un peu ton parcours, rien ne te prédestinait au foot et peut-être à être titulaire dans un club comme Lyon. Raconte-nous, enfin, si tu peux nous en parler, peut-être quand tu as commencé, tu disais tu es une globe-trotteuse quand tu étais plus jeune, tu as vécu en Chine, aux Philippines, au Vietnam, j'ai vu, et tu as fait d'autres sports qui étaient très loin du foot. Wow, je dirais pas très loin parce que tous les sports se... Mais non, j'ai grandi en Chine jusqu'à mes 12 ans, enfin en Asie jusqu'à mes 12 ans, et c'est vrai que j'avais pas l'opportunité de jouer à un haut niveau parce que pour les expatriés, en Asie, t'as pas beaucoup d'options comme on a en France avec les pôles, avec tu sais, les académies, etc. C'est vraiment pour développer tes compétences d'un jeune âge. En Asie, t'as pas ça, tu joues les dimanches avec filles, garçons, quand tu peux, ou tu joues tous les sports que tu peux, où tu peux, tu vois. En arrivant au Canada, j'ai un grand frère, puis lui, il est très fort au foot. Et nous, on est tous les deux très compétiteurs. Donc, mes parents voulaient pas qu'on fasse le même sport. Donc, moi, on m'a mis au tennis et mon frère au foot. Le tennis, c'est dur, très, très dur mentalement. J'étais forte
grâce à mon physique, etc. Mais mentalement, j'avais pas les capacités dans un sport individuel parce que j'aime beaucoup, on le voit, j'aime beaucoup la connexion, avoir des coéquipières avec qui tu peux échanger et apprendre avec. Donc à l'âge de 15 ans, à 16 ans, j'ai arrêté le tennis, je me suis lancée dans le foot parce que mes amis y jouaient. Puis de là, mes parents, ils m'ont pas trop soutenue au début parce qu'ils ont tout mis pour que j'ai du succès au tennis, que j'aille une bourse, aller à l'université, que j'ai des options grâce au tennis. Et quand tu dis non et tu changes d'idée à 15 ans, c'est vrai que avec le recul maintenant en étant adulte, je comprends pourquoi ils étaient assez fâchés. C'est un moment où tu as douté de ce que tu voulais vraiment faire, si le tennis c'était fait pour toi, si le foot c'était pour toi, si une carrière d'athlète c'était fait pour toi? Oui, c'est sûr, quand tu es un des meilleurs dans ton pays à un sport et tu te dis c'est bon, j'arrête complètement, c'est pas on diminue la charge ou on prend un break, c'est vraiment stop. Et pour moi, et je pense que pour beaucoup de joueurs, de sportifs dans des sports individuels, si t'as pas le soutien mental, quelqu'un à qui tu peux parler et qui peut t'aider à gérer ces moments. On n'avait pas ça à mon âge, donc à 15 ans, j'étais quasiment en déprime et pour moi, c'était le tennis qui m'avait vraiment poussée dans ça. Donc j'ai décidé d'arrêter pour mon bien mental. Donc voilà, le foot pour moi au début, c'était pas une carrière et c'était certainement pas quelque chose où je me disais j'allais jouer à l'OL. C'était vraiment juste, je joue pour le plaisir et j'ai besoin de ça mentalement pour un peu me sortir de cette déprime, quoi. Et un poste atypique, gardienne de but? Ah oui, j'ai commencé gardienne, c'est vrai. J'avais pas de pied, ça m'a pris longtemps d'en avoir. Là, même aujourd'hui, c'est compliqué des fois. Mais non, grâce au tennis, comme je dis, c'est pas loin du foot. Donc tout ce qui est perception de balle, anticipation, mouvement, j'avais pas complètement pas de capacité. Il m'en manquait certainement énormément, mais quand tu commences gardienne, jouer au tennis, je pense que ça aide énormément. J'ai lu que tu disais même que tu n'arrivais pas à tirer à 5 mètres. Ouais, c'était très, je vais pas vous mentir, c'était très compliqué. très compliqué. Ce qui m'a marqué quand j'ai repris ton parcours, c'est que tu as reçu beaucoup de distinctions en jeune aux États-Unis, mais que tu n'as pas été drafté en NWSL, le championnat. Explique-nous un peu cette période qui a aussi, je suppose, pas dû être facile pour toi parce que tu naviguais un peu dans l'inconnu. Ouais, donc pour moi, comme j'ai dit, j'ai commencé le foot pour le plaisir. Et surtout au Canada, on n'a pas de ligue professionnelle. Donc on n'a aucune opportunité de jouer si tu veux pas aller à l'université, si tu peux pas aller à l'étranger, parce que en étant canadien, tu es international partout. Donc tu as besoin d'un visa partout, ce qui n'est pas évident parce que chaque équipe, je pense, on a que le droit d'en avoir 3. Mais heureusement, quand j'avais 17 ans, je me suis fait recruter à l'université avec une bourse complète. Donc aux États-Unis, ça coûte quand même 50 000 par an pour aller à l'université. Donc de pas devoir s'occuper de ça, d'avoir une éducation, jouer à un bon niveau et de pouvoir continuer à jouer, c'était tout ce que je pouvais demander. Donc pendant 4 ans, j'ai joué à Cincinnati. J'avais un assez bon niveau, je voyais d'autres copines qui avaient le niveau. Certes, j'ai jamais joué en jeune équipe nationale, que ce soit pour la France ou le Canada. J'ai jamais été appelée en essai, en sélection ou rien, mais je me suis dit, il y a bel et bien une équipe qui a une opportunité. Donc j'ai eu mon passeport français juste avant de graduer pour l'université et je me suis mis dans la draft aux États-Unis. Heureusement, j'ai connu mon agent parce qu'il est allé à l'université avec un des coachs à mon université. Donc grâce à ça, on m'a connecté avec lui et grâce à lui, il m'a trouvé une équipe, c'est à Chypre. Je ne connaissais pas du tout le championnat, je ne connaissais rien du Chypre, mais c'était ma seule opportunité. Donc j'y suis allée, écoute, c'était ma première expérience. Je ne vais pas dire pro, mais c'est dur de dire que c'est professionnel quand tu te fais payer dans une enveloppe derrière une vanne tous les mois et tu joues contre des joueuses de 15 ans, de 13, 14, 15 ans, quoi. Donc c'était très particulier, mais grâce à ça, j'ai pu me faire recruter à Bordeaux après. Et le reste, c'est l'histoire, quoi. J'ai l'impression, à t'écouter, le passeport français, l'agent au bon moment, que c'est un peu un miracle qu'au final, tu aies ta première expérience pro. Tu le vois aussi comme ça? Ouais, non, j'ai eu incroyablement de chance. Je le dis toujours, pour avoir une bonne carrière, il faut avoir du talent, mais il faut avoir énormément de chance aussi parce que je le prends pas à la légère parce que en étant canadienne, comme j'ai dit, on n'a pas de ligue professionnelle.
et on a très peu d'opportunités. Donc si tu n'es pas déjà à l'âge de 18-19 ans en équipe nationale, ce qui est très dur à faire maintenant que ça se développe de plus en plus, et tu n'as pas de passeport européen ou américain, c'est très dur de passer le cap. Ça te fait une relation encore plus particulière avec la France? Bah, c'est ça, et ma première sélection, c'était en France B. Après mon expérience de 6 mois à Chypre, Jérôme Dauba m'a recruté à Bordeaux. Et il cherchait une dev centrale, il connaissait mon agent, et mon agent savait que j'avais un passeport français, donc c'était parfait. Et justement, pour revenir, tu parlais d'équipe de France, c'est parfait. Tu as un lien particulier parce que tu as fait une sélection avec l'équipe de France, on parlera un peu de Bordeaux, mais avec cette équipe de France U23, Espoir, comme on l'appelle parfois chez les masculins. Quel souvenir t'en gardes de cette sélection? Comment ça s'est fait? Ouais, énorme. Donc comment ça s'est fait? J'ai joué, c'était je pense en novembre, la sélection NDT. La saison à Bordeaux, elle avait commencé en septembre. Et on avait joué les premiers matchs, et je savais même pas qu'il y avait un U23 en France, parce qu'au Canada, c'est les A ou c'est les U20, quoi. Il n'y a pas de gap. Donc je trouve ça incroyable déjà pour le développement en Europe qu'il y a quand même l'opportunité d'aller en sélection, même si c'est pas en A, mais en B pour te préparer. Mais bref, du coup, j'ai joué quelques matchs, et mon agent me disait, et mon coach Jérôme Dauba dans le temps, il me disait t'es sur la liste, tu vas peut-être te faire appeler en A, attention, enfin sois prête. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, ça serait un honneur d'être appelé, parce que j'avais jamais entendu parler du Canada, le sélectionneur en jeune ou en A, on m'a jamais contacté, rien. Donc c'était ouais, c'est comme quand tu vas au magasin de bonbons, quoi. T'es là, tu vois tous les opportunités qui vont peut-être être devant toi, et c'est un rêve. Et l'intensité, la qualité, le niveau, je me rappelle, j'étais les yeux grands ouverts, je me disais waouh, c'est quoi ce niveau, c'est incroyable. La technique qu'il y avait entre les joueuses, le professionnalisme, Clairefontaine, le château, c'était incroyable. Et je m'étais dit, ok, c'est la France, mon futur, je vais me battre pour les A, je veux jouer en A. Mais le mois prochain, juste avant Noël, il y a le sélectionneur du Canada qui m'a appelé, qui m'a dit oui, ça fait des mois qu'on te regarde, on a vu que tu étais en B, on veut t'appeler en A. Est-ce que tu veux venir en janvier? Et donc ça m'a fait un petit choc, un petit bouleversement quand tu penses que tu vas jouer pour la France, parce que c'est le seul pays qui te veut, et que tu as le coach du Canada qui te dit est-ce que tu veux venir? Et c'était dur de faire le choix, parce que d'un côté la France c'était le pays qui m'a donné mon opportunité d'aller pro, c'était le pays qui m'a donné l'opportunité de faire ma première sélection. Donc c'était dur de dire je vais tourner, je vais changer, je vais aller au Canada, mais en même temps c'est le pays où j'ai grandi, c'est le pays qui a accueilli ma famille quand ils ont émigré d'Europe. C'est le pays où j'ai toute ma famille, mes amis et toutes mes idoles. Enfin, Kalesha Buchanan, c'est une des raisons que j'ai voulu jouer au foot, et pourquoi Dev Central, ça me donnait autant d'excitement de l'avoir rentré dans des tacles et tout, et jouer pour le Canada. Donc de pouvoir jouer avec tes idoles, c'est sûr que ça fait toute la différence, et c'est comme ça que j'ai choisi le Canada. On parlera de ton style de jeu, tu parles d'aimer le contact, on en reparlera juste après. Du coup, pour parler de la sélection canadienne, très rapidement, tu es avec le Canada, et après tout s'enchaîne très vite parce qu'il y a les JO. Ça a été un TGV, short, cette ascension. Ouais, c'était short, mais pas très short, parce que donc, je suis arrivée en janvier. J'avais fait les sélections juste avant la Coupe du Monde en France, puis je joue en France. Ça aurait été incroyablement merveilleux de pouvoir aller à cette Coupe du Monde. Mais voilà, j'étais réservée, j'étais 24e. Je m'étais fait couper quelques jours avant que la liste se fasse dévoiler. Tu l'avais vécu comment? Ouais, très dur. C'était très dur, parce que d'un côté, tu respectes le sélectionneur et ce qu'il choisit. Mais c'est sûr que quand tu te fais couper, c'est jamais un bon sentiment, et tu te re-questionnes sur tout ce que tu as fait ou ce que tu aurais pu faire. Et en même temps, ça m'a donné le temps de rentrer à la maison, de me concentrer sur moi-même et de me remotiver et de repartir après la Coupe du Monde. Mais voilà, la nouvelle sélectionneur, quand elle est venue, Bev Priestman, elle a donné une chance à tout le monde. On a commencé de zéro, et c'est là où j'ai commencé à prendre ma confiance et montrer qui j'étais comme joueuse sur le terrain. Au final, il y a ces JO à Tokyo où tu joues. Il y a un moment particulier qui m'a marqué, parce que je pense qu'on peut le dire, tu fais une très bonne compétition. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est 2 séances de tir au but. J'ai retrouvé un audio de ta maman à un média américain qui parlait de ce tir au but face au Brésil, du coup en quart de finale,
où ils étaient très surpris de te Ah voir ouais. dans la liste et où ils se sont demandé pourquoi tu allais tirer. Raconte-nous ce moment-là. Pourquoi toi, tu as tiré ce penalty, tu étais parmi les 5 premières tireuses. Ouais, ma mère, elle est drôle. Hein. Mais non, je pense que tout le monde a été surpris parce que, comme j'ai dit, on ne me décrirait pas comme une technicienne. Et je pense que mon dernier tir au but, ça revient quand j'avais 17 ans, 18 ans, quoi, et je l'ai loupé. Donc, mais pendant la compétition, je m'étais dit, parce qu'au début, j'étais pas titulaire. Et en tant que def central, si t'es pas titulaire, c'est très fort probable que tu vas rester sur le banc et avoir un rôle de soutien. Et donc je me suis dit, si je vais pas jouer, si on a besoin de moi, je vais être là pour les tirs au but. Donc tous les jours, je prenais comme beaucoup de gens dans l'équipe, tous les jours, on prenait des tirs au but. Certes, j'ai frappé la barre en finale, mais je me dis toujours, si je l'avais marqué, peut-être qu'on n'aurait pas gagné. Donc tout se passe pour une raison et on a gagné, c'est ça l'histoire. Les sélections féminines ont traversé des moments compliqués en France, mais aussi au Canada où les mois avant la Coupe du Monde, vous avez essayé d'améliorer vos conditions en réclamant pas mal de choses. Au final, c'est une compétition un peu ratée. Est-ce que tu as été surprise de ce résultat au vu des précédents mois, de ce qui s'était passé? Ouais, déjà c'est une compétition très ratée pour nous. Mais pour moi, le résultat, il n'était pas choquant. Évidemment, quand tu regardes en arrière et tu regardes à tout ce qui s'est passé pendant l'année et tout ce qui se passait pendant la compétition, c'est sûr que c'est plus facile à avoir un œil là-dessus. Mais le souvenir que je garderai pour la Coupe du Monde, pour moi, c'est vraiment le développement du foot féminin en général. Pour nous, le Canada, c'était catastrophique. Et je pense que ça montre aussi où on en est en tant que pays dans le foot. Et on a beaucoup de retard sur d'autres pays. On n'a pas d'équipe de jeunes, on n'a pas de façon de développer ces joueuses. On n'a pas de ligue professionnelle, on n'a pas d'académie. On n'a pas de façon de motiver les jeunes et de garder les jeunes dans le sport. Parce que le seul moment où ils nous voient jouer au foot, c'est au JO à la télé, à la Coupe du Monde à la télé tous les 4 ans, ou le rare moment où on joue à la maison, ce qui, avant cette année, était presque jamais. Donc, pour moi, la Coupe du Monde, pour le Canada, c'était vraiment... ça nous montrait que ça n'arrive pas comme ça. Gagner une Coupe du Monde, ça n'arrive pas comme ça. Et ça montre qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais ça montre aussi la Coupe du Monde a vraiment monté au niveau global le développement et le potentiel pour le foot féminin. Les gens, c'était plus une preuve de montrer aux gens, regarde un peu d'investissement, un peu de marketing, un peu de moyens, ça peut donner, et l'effet aussi sur les petites et les petits, parce que c'était pas que des filles et des femmes dans les tribunes. Justement, tu parlais des prises de parole. On te connaît aussi comme une chose qui ose dire ce qui ne va pas forcément, à l'instar d'une Megan Rapinoe aux États-Unis, d'une Ada Hegerberg que tu croises, qui a souvent parlé en Norvège, mais aussi en France. C'est important, quand on est une joueuse maintenant, d'aussi oser prendre la parole pour dire le quotidien qu'on vit et ce qu'il faut améliorer pour aller vers des améliorations notables. C'est dur parce que j'en ai parlé avec Ada et ça fait des années que des gens comme Ada, comme Megan, etc., qui prennent la parole et qui parlent, et peut-être pas nécessairement au public, mais ils sont toujours en train de pousser derrière, behind the scenes, derrière les scènes. Pour moi, c'est dur de dire la France, on est en retard, parce que la France est vraiment beaucoup plus avancée que nous au Canada. La France, pour moi, en termes de niveau de joueuse dans la ligue, c'est une des meilleures, sinon la meilleure au monde. La qualité des joueuses est vraiment incroyable. Que ce soit à l'OL, que ce soit à Fleury, que ce soit au milieu de tableau, il y a vraiment des joueuses exceptionnelles. Mais on n'est pas mis à l'avant pour montrer que la Ligue en elle-même, elle a ce niveau. Donc je pense les infrastructures, le marketing, tout ça, ça doit monter au même niveau que les niveaux qu'ont les joueuses et qui peuvent montrer ce spectacle pour justement promouvoir le foot féminin et en soi la France et avancer par là. Mais ça arrive petit à petit et c'est juste évidemment, en tant que joueuse, on veut que ça arrive demain pour nous. Mais comme tu dis, il faut continuer à parler, mais il faut aussi que les actions se suivent et qu'on continue d'évoquer les bons sujets. Est-ce que tu sens qu'à l'Olympique Lyonnais, tu dois plus assumer ce rôle de parler parce que voilà, t'as un statut comme d'une joueuse quand on est à l'Olympique Lyonnais qui te le permet? Je pense, j'ai toujours été incroyablement bien entourée. Ici à Lyon, tu as des joueuses comme Ada qui font énormément
en coulisses, mais aussi dans le spotlight et qui prend cette responsabilité. Tu as des joueuses comme Wendy, comme on l'a vu pour sa sélection, mais qui fait énormément en club aussi. Au niveau de la sélection, tu as des joueuses comme Christine Sinclair qui a vraiment poussé. Et tu vois, c'est des joueuses comme ça où tu es là pour les soutenir et pour dire ce que tu as à dire aussi. Mais tu as toujours ces piliers, on va dire, qui te ramènent vers l'avant. Et évidemment, je fais ma part et je parle comme je peux, mais je ne sais pas être modeste, mais mon nom, il porte pas comme ces grandes joueuses le font. Donc, les soutenir comme je peux et faire ma part. Mais c'est sûr qu'on a besoin des joueuses comme ça qui prennent le spotlight parce que les gens les écoutent plus que d'autres. On voit pas ton style de jeu quand tu es arrivé à Angel City, le début particulier parce que tu marques pour le premier match. Tu es défenseur, mais marquer, c'est quelque chose qui est devenu dans ton registre. Ouais, je dirais pas dans mon registre, mais non. Pourtant, 10 buts avec Lyon en 35 matchs, c'est des belles stats. Un de mes points forts, c'est mon jeu aérien, que ce soit défensif ou offensif. Donc, quand on est à l'OL et on a beaucoup d'occasions de coups de pied arrêtés et des tireuses incroyables, c'est sûr que tu es mis à l'avant et tu peux aider ton équipe beaucoup plus facilement. À Los Angeles aussi, j'étais mis à l'avant parce que j'avais l'occasion de monter sur ces coups de pied arrêtés, etc. Mais je m'en fiche. Moi, l'important, c'est de gagner et en tant que défenseur, ce qui m'importe aussi, c'est de ne pas se faire marquer dessus. Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir à marquer? Ah bah c'est sûr. C'est sûr que marquer, c'est amusant et la célébration d'après, c'est encore plus amusant. Ça se travaille, ça aussi? Les célébrations, c'est vrai que ça se travaille. Je savais pas, mais cette année, j'ai bien découvert ça avec Lindsay, Ada, Dan, etc. Il y a des belles célébrations qui vont s'enchaîner, je pense, ces prochains mois. Mais marquer, c'est amusant, gagner, c'est encore mieux. J'avais lu aussi que tu disais que tu aimais défendre parce que tu aimais aussi faire mal. Ouais, je sais pas si je peux dire ça. Non, c'est drôle parce que j'en parle souvent avec Ada. Tu sais, quand on rentre dans notre centre d'entraînement, il y a une petite télé et ça nous dit un peu le recap de notre séance sur le terrain et on aime complètement les choses différentes, tu vois. Elle aime le 5-5, le petit jeu où elle peut frapper beaucoup au but et moi j'adore le 11 contre 11 parce que t'es plus dans la défense, il y a plus de duels en tant que défenseur et aussi tu dois avoir moins le ballon. Et moi j'aime pas avoir le ballon, j'aime bien défendre, j'aime bien les duels. Donc on rigole souvent de ça parce que oui, je veux pas dire j'aime faire mal, mais j'aime tu vois, un beau geste technique défensif. Je trouve ça vraiment excitant. Quand Ada, une fois, elle est revenue, je pense c'était en janvier contre Montpellier. Elle est revenue, elle a fait une course de 30 mètres, puis elle a fait un tacle glissant, un slide tackle incroyable, enfin super timing, et j'ai trouvé ça plus beau que n'importe quel de ses buts cette année, tu vois, je lui ai dit. Et on rigole souvent sur ça, mais j'adore mon poste, j'adore ce que ça demande, et c'est vrai que j'adore les duels. Pour finir, ce qui te caractérise aussi de ce qu'on voit en doré sur le terrain, c'est ton sourire, ta joie de vivre, ta complicité avec Lindsay et Ada. C'est important aussi pour toi, t'es une joueuse joyeuse. Ouais, je pense si tu prends pas de plaisir dans ton quotidien, ça va être une longue année, une année très longue. Et comme j'ai dit, quand je suis venue ici, je pense à l'OL et certainement dans d'autres équipes, même si je les ai pas côtoyées, mais à l'OL, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a vraiment un mix incroyable d'étrangères et de Françaises qui font que les Françaises apprennent des étrangères et vice-versa. Tu vois, et ce qui est énorme, c'est que les Françaises connaissent l'anglais et les Anglaises connaissent plus ou moins, parce que Lindsay a encore un petit effort à faire, mais connaissent le français. Chaque joueuse dans l'équipe a déjà gagné quelque chose et en ayant gagné quelque chose, cette faim, comme j'ai dit, cette rage de continuer de vouloir grappiller plus et plus, ça nous réunit un peu. Donc, on peut quand même être sérieuse et travailler, mais dans la joie de vivre, avec le sourire, en rigolant un peu. Dans le monde du foot, c'est deux des filles que j'apprécie le plus. On s'est vraiment approchés ces dernières 2 années parce que je trouve qu'on est très différentes, énormément différentes en termes de personnalité, mais en termes de mentalité, on est très très pareil. On a souvent les mêmes opinions et la même vue sur les situations. Et je pense ce qui change aussi
Des autres relations que j'ai pu avoir dans le foot, c'est on peut être honnête avec nous-mêmes et garder cette proximité. On s'amuse vraiment beaucoup ensemble, Ada et moi, je pense qu'on se côtoie tous les jours, même si on n'est pas ensemble, on joue à la play ensemble. Elle déteste quand je dis au monde qu'on joue à la play ensemble, mais... À Fortnite, je crois. Ouais, ouais, très souvent. C'est souvent elle et son mari, et moi je viens en troisième pour... C'est qui la plus forte? Je peux pas dire. J'aime pas fâcher Ada parce que sinon elle revient vers moi. Mais non, franchement, je les adore. Elles sont vraiment des filles incroyables et des joueuses incroyables aussi. Donc ça te pousse à vouloir être là pour elles sur le terrain et elles te poussent aussi à être le meilleur de toi-même. Merci Vanessa de nous avoir accueillis ici à Lyon et pour cet entretien. Avec grand plaisir. Merci à vous.